Vous pensez faire attention à votre argent. Vous comparez les prix au supermarché, vous attendez les promotions, vous éteignez les lumières pour économiser sur l'électricité. Et pourtant, à la fin du mois, vous ne comprenez pas où est passé votre salaire. Vous avez l'impression de tout contrôler, mais votre compte bancaire raconte une histoire différente. Ce paradoxe ne vient pas d'un manque de volonté ou d'intelligence. Il vient d'un décalage profond entre ce que vous croyez faire et ce que vous faites réellement avec votre argent. Le problème n'est pas que vous dépensez trop sur de grandes choses évidentes. Le problème est que vous perdez de l'argent sur 1000 petites décisions qui semblent intelligentes sur le moment, mais qui détruisent votre patrimoine à petit feu. Vous achetez des choses en promotion dont vous n'avez pas besoin. Vous payez des abonnements que vous n'utilisez plus. Vous remettez à demain des décisions financières importantes parce qu'aujourd'hui vous êtes fatigué. Vous croyez bien faire, mais en réalité vous sabotez votre propre stabilité financière sans même vous en rendre compte. Ce phénomène a un nom en psychologie comportementale, le biais de cohérence. Votre cerveau construit une image de vous-même comme quelqu'un de responsable avec l'argent. Et une fois cette image créée, il devient très difficile de voir vos propres erreurs. Vous cherchez des preuves qui confirment que vous êtes prudent et vous ignorez les signaux qui montrent le contraire. Vous vous souvenez de la fois où vous avez refusé d'acheter ce café à 5 €, mais vous oubliez les 3 applications payantes que vous ne supprimez jamais de votre téléphone. La première grande illusion est celle de l'économie apparente. Vous voyez un produit à moitié prix et votre cerveau calcule immédiatement combien vous allez économiser. 50% de réduction sur un article à 100 €, c'est 50 € gagnés, n'est-ce pas? Non, c'est 50 € dépensés. Si vous n'aviez pas besoin de cet article avant la promotion, vous n'en avez pas besoin maintenant. Mais la sensation de faire une bonne affaire est si puissante qu'elle désactive votre jugement rationnel. Vous transformez une dépense en investissement dans votre tête et vous rentrez chez vous satisfait d'avoir été malin. Pendant ce temps, votre budget réel a perdu 50 € que vous n'aviez pas prévu de dépenser. Cette logique s'applique à presque toutes les formes de consommation moderne. Les programmes de fidélité vous font dépenser plus pour accumuler des points qui valent moins que l'argent réel. Les achats groupés vous font acheter 3 produits au lieu d'un parce que le prix unitaire est plus bas, même si vous n'utiliserez jamais les 3. Les frais de livraison gratuits à partir d'un certain montant vous poussent à ajouter des articles inutiles à votre panier pour atteindre le seuil. Dans tous ces cas, vous avez l'impression de faire des choix intelligents. Mais en réalité, vous êtes manipulé par des mécanismes psychologiques que les entreprises connaissent mieux que vous. Le deuxième piège est celui de la micro-dépense invisible. Vous savez exactement combien vous payez de loyer chaque mois. Vous savez ce que coûte votre voiture, mais vous n'avez aucune idée de combien vous dépensez en petits achats quotidiens. Un café par-ci, un snack par-là, un magazine à la caisse, un supplément sur votre commande de restaurant. Chaque achat pris, isolément semble insignifiant. 3 € pour un café? Ce n'est rien. Mais 3 € par jour pendant un mois font 90 €. Sur un an, 1080 €. En 10 ans, plus de 10 000 €, sans compter les intérêts que cet argent aurait pu générer s'il avait été investi. Votre cerveau n'est pas équipé pour faire ce genre de calcul automatiquement. Il traite chaque micro-dépense comme un événement isolé, sans jamais additionner le total. C'est pour cette raison que les gens qui gagnent bien leur vie peuvent quand même être à découvert en fin de mois. Ce n'est pas qu'ils ont fait une grosse erreur financière, c'est qu'ils ont fait 100 petites erreurs qu'ils n'ont jamais comptabilisées. Et parce que chaque erreur est petite, elle ne déclenche jamais l'alarme mentale qui vous dit d'arrêter. Le troisième mécanisme destructeur est celui du coût émotionnel différé. Vous achetez quelque chose aujourd'hui avec votre carte bancaire et vous ne ressentez aucune douleur. La douleur viendra plus tard quand vous verrez votre relevé bancaire, mais à ce moment-là, elle sera diluée parmi toutes vos autres dépenses. Vous ne pourrez pas associer cette sensation désagréable à l'achat spécifique que vous avez fait. Résultat, vous ne créez jamais le lien mental entre l'action et la conséquence. C'est comme fumer et développer un cancer 30 ans plus tard. Le délai entre la cause et l'effet est tellement long que votre cerveau ne les connecte jamais. Les cartes de crédit amplifient ce phénomène de manière exponentielle. Elles ajoutent une couche supplémentaire de distance entre vous et votre argent. Vous ne voyez pas l'argent sortir. Vous ne ressentez pas la perte. Vous ne faites qu'accumuler une dette abstraite qui vous semble toujours gérable jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Et même à ce moment-là,
Votre cerveau cherche des explications externes. Vous vous dites que vous avez eu des dépenses exceptionnelles, que le mois a été difficile, que vous allez vous rattraper le mois prochain. Vous ne réalisez pas que le problème est structurel, pas conjoncturel. Maintenant, parlons des décisions par omission. Ce sont les décisions financières que vous ne prenez pas et qui vous coûtent aussi cher que les mauvaises décisions actives. Vous gardez votre argent sur un compte courant qui ne rapporte rien, alors que l'inflation érode son pouvoir d'achat chaque année. Vous ne comparez pas les tarifs de votre assurance ou de votre opérateur téléphonique parce que changer vous semble compliqué. Vous ne négociez jamais votre salaire parce que vous avez peur du conflit. Vous remettez à plus tard la création d'un fonds d'urgence parce que vous pensez que vous commencerez quand vous aurez plus d'argent. Ces non-décisions sont invisibles. Elles ne génèrent aucun regret immédiat parce qu'elles ne produisent aucune action visible. Mais elles ont un coût énorme sur le long terme. Ne pas négocier une augmentation de 10% peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros sur une carrière. Ne pas déplacer votre argent vers un compte qui génère des intérêts peut vous faire perdre des milliers d'euros en gains potentiels. Ne pas annuler un abonnement que vous n'utilisez plus vous coûte de l'argent chaque mois pour rien. Mais parce que vous ne faites rien, vous avez l'impression de ne pas avoir fait d'erreur. Le quatrième piège est celui de la justification émotionnelle. Vous dépensez de l'argent non pas parce que vous avez besoin de quelque chose, mais parce que vous avez besoin de ressentir quelque chose. Vous avez passé une mauvaise journée, alors vous vous offrez un petit plaisir. Vous avez travaillé dur, alors vous méritez une récompense. Vous vous sentez stressé, alors vous achetez quelque chose qui vous fait du bien sur le moment. Vous transformez l'argent en outil de régulation émotionnelle, et chaque fois que vous ressentez une émotion désagréable, vous ouvrez votre portefeuille. Ce mécanisme est profondément ancré dans le fonctionnement de votre cerveau. L'achat déclenche une libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Vous vous sentez mieux pendant quelques minutes ou quelques heures, mais l'effet s'estompe rapidement, et vous vous retrouvez avec un objet dont vous n'aviez pas besoin et un compte bancaire diminué. Le problème n'est pas que vous cherchez du réconfort. Le problème est que vous cherchez du réconfort au mauvais endroit, et que vous créez un cercle vicieux où les problèmes financiers que vous générez deviennent eux-mêmes une source de stress qui vous pousse à dépenser encore plus. Les entreprises le savent. C'est pour cette raison que le marketing moderne ne vend plus des produits, il vend des émotions. On ne vous vend pas une voiture, on vous vend la liberté. On ne vous vend pas un parfum, on vous vend la séduction. On ne vous vend pas un téléphone, on vous vend le statut social. Et parce que ces émotions sont difficiles à quantifier, vous ne pouvez jamais savoir si vous en avez eu pour votre argent. Vous pouvez toujours croire que le prochain achat sera celui qui vous apportera ce que vous cherchez. Le cinquième mécanisme est celui de l'ancrage mental. Votre perception de ce qui est cher ou bon marché n'est pas absolue. Elle dépend du contexte dans lequel l'information vous est présentée. Si vous voyez un produit à 1000 €, puis un autre à 300 €, le second vous semble bon marché, même s'il vaut objectivement 50 €. Si un restaurant affiche un plat à 150 € sur la carte, tous les autres plats à 30 ou 40 € vous semblent raisonnables, même s'ils sont surpayés. Ce principe est utilisé systématiquement par les vendeurs. Ils vous montrent d'abord l'option la plus chère pour redéfinir votre référentiel de prix. Ensuite, ils vous proposent l'option intermédiaire, qui devient soudainement acceptable dans votre esprit. Vous avez l'impression de faire un compromis intelligent, mais en réalité, vous dépensez toujours plus que ce que vous auriez dépensé sans cette manipulation initiale. Votre jugement financier n'est pas basé sur la valeur réelle des choses, mais sur la comparaison relative entre les options qu'on vous présente. Un autre aspect de ce problème est la normalisation sociale. Vous dépensez de l'argent, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que les gens autour de vous le font. Vos collègues déjeunent au restaurant tous les jours, alors vous faites pareil. Vos amis partent en vacances exotiques, alors vous réservez un voyage que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Votre voisin change de voiture, alors vous commencez à penser que la vôtre est vieille. Vous vivez dans une bulle sociale qui définit ce qui est normal, et vous ajustez votre comportement financier pour rester dans cette norme, même si elle est complètement déconnectée de votre réalité économique personnelle. Ce mimétisme social est dangereux, parce qu'il est invisible. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de copier les comportements des autres. Vous pensez que ce sont vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres décisions. Mais en réalité, vous êtes en train de suivre un script écrit par votre environnement social.
Et comme vous ne connaissez pas la situation financière réelle des gens que vous imitez, vous ne savez pas s'ils peuvent vraiment se permettre ce style de vie. Peut-être qu'ils sont endettés, peut-être qu'ils gagnent 3 fois plus que vous, peut-être qu'ils ont hérité d'un patrimoine. Vous ne le savez pas, mais vous reproduisez leur comportement quand même. Le 6e piège est celui de la complexité comme excuse. Vous ne gérez pas votre argent correctement parce que vous pensez que c'est trop compliqué. Vous vous dites que vous n'êtes pas bon en maths, que vous ne comprenez rien à la finance, que vous vous en occuperez quand vous aurez le temps. Mais cette complexité est en grande partie une illusion. Les bases de la gestion financière personnelle ne sont pas compliquées. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Mettre de l'argent de côté régulièrement. Éviter les dettes à intérêts élevés. Investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Voilà, ce n'est pas de la science quantique. Le problème n'est pas que c'est trop compliqué. Le problème est que c'est inconfortable. Gérer son argent correctement demande de faire des choix difficiles. Dire non à des choses que vous voulez. Accepter que vous ne pouvez pas tout avoir maintenant. Remettre en question vos habitudes et vos croyances. Affronter la réalité de votre situation financière au lieu de l'ignorer. C'est émotionnellement exigeant et votre cerveau cherche naturellement à éviter l'inconfort. Alors il vous raconte une histoire sur la complexité pour justifier votre inaction. Cette excuse est renforcée par l'industrie financière elle-même, qui a tout intérêt à vous faire croire que vous avez besoin d'experts pour gérer votre argent. Plus c'est compliqué, plus vous êtes dépendant de leurs services et plus ils gagnent d'argent sur vous. Mais la vérité est que la plupart des gens n'ont pas besoin de conseillers financiers coûteux. Ils ont besoin de discipline, de clarté et d'un système simple pour suivre leurs revenus et leurs dépenses. Le reste n'est que du bruit. Parlons maintenant de la procrastination financière. Vous savez ce que vous devriez faire. Vous savez que vous devriez créer un budget. Vous savez que vous devriez vérifier vos relevés bancaires. Vous savez que vous devriez commencer à épargner. Mais vous ne le faites pas. Pas maintenant. Plus tard. Quand vous aurez plus de temps. Quand vous aurez plus d'argent. Quand vous serez moins stressé. Cette procrastination n'est pas de la paresse. C'est un mécanisme de défense psychologique contre l'anxiété. Regarder votre situation financière en face génère de l'anxiété. Peut-être que vous découvrirez que c'est pire que vous ne le pensiez. Peut-être que vous devrez faire des changements difficiles. Peut-être que vous devrez admettre que vous avez fait des erreurs. Alors votre cerveau trouve toutes sortes de raisons pour éviter ce moment. Il vous convainc que vous êtes trop occupé, trop fatigué, que ce n'est pas le bon moment. Et pendant ce temps, le problème grandit. Les petites erreurs deviennent de grandes erreurs. Les petites dettes deviennent de grosses dettes. Les opportunités manquées s'accumulent. Le 7e mécanisme est celui de la projection optimiste. Vous dépensez aujourd'hui en comptant sur l'argent que vous gagnerez demain. Vous vous dites que vous allez bientôt avoir une augmentation, que vous allez bientôt trouver un meilleur emploi, que vous allez bientôt recevoir un bonus. Vous vivez dans une version future et hypothétique de votre vie où vous avez plus de ressources et vous prenez des décisions financières basées sur cette fiction au lieu de votre réalité actuelle. C'est une forme de pensée magique qui vous permet de justifier des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre maintenant. Cette projection optimiste est renforcée par le biais de planification. Votre cerveau surestime systématiquement votre capacité future à générer des revenus et sous-estime les obstacles et les imprévus. Vous pensez que vous allez facilement mettre de l'argent de côté le mois prochain, parce que vous imaginez un mois parfait où rien ne va mal, où vous ne tombez pas malade, où rien ne casse, où vous n'avez aucune dépense imprévue. Mais ce mois parfait n'existe jamais. Il y a toujours quelque chose. Et quand cette chose arrive, vous êtes surpris, alors que vous ne devriez pas l'être. Le 8e piège est celui de l'effet de dotation. Une fois que vous possédez quelque chose, sa valeur subjective augmente dans votre esprit. Vous ne voulez pas vous en séparer, même si vous ne l'utilisez plus, même si vous pourriez le vendre et récupérer de l'argent. Votre garde-robe est pleine de vêtements que vous ne portez jamais. Votre garage est rempli d'objets que vous n'utilisez plus. Votre compte bancaire paie pour des abonnements que vous avez oubliés. Mais vous ne faites rien parce que se séparer de ces choses génère une sensation de perte. Cette aversion à la perte est l'un des biais cognitifs les plus puissants en psychologie comportementale. La douleur de perdre quelque chose est psychologiquement environ 2 fois plus intense que le plaisir de gagner la même chose. Résultat, vous préférez garder des choses inutiles plutôt que de ressentir la douleur de la perte.
même si cette décision vous coûte de l'argent. Vous payez pour stocker, entretenir ou maintenir des choses dont vous n'avez plus besoin, simplement parce que vous ne supportez pas l'idée de les abandonner. Le 9e mécanisme est celui de la comptabilité mentale séparée. Vous ne traitez pas tout votre argent de la même manière. L'argent que vous avez gagné en travaillant vous semble plus précieux que l'argent que vous avez reçu en cadeau ou gagné au jeu. L'argent sur votre compte épargne vous semble intouchable, mais l'argent sur votre compte courant peut être dépensé librement. Vous créez des catégories mentales artificielles qui n'ont aucun sens économique, mais qui influencent profondément vos décisions financières. Par exemple, vous pouvez refuser de toucher à votre épargne pour rembourser une dette qui vous coûte 20% d'intérêt par an, parce que dans votre tête, l'épargne est sacrée et ne doit jamais être utilisée. Mais économiquement, c'est absurde. Vous perdez de l'argent chaque mois en intérêt alors que vous avez la solution dans un autre compte. Le problème n'est pas mathématique, il est psychologique. Vous avez assigné des rôles différents à des montants d'argent qui sont pourtant interchangeables. Cette comptabilité mentale vous fait aussi dépenser de manière différente selon la source de l'argent. Si vous recevez un bonus de 1 000 €, vous êtes beaucoup plus susceptible de le dépenser en achat plaisir que si vous gagnez 1 000 € supplémentaires dans votre salaire mensuel. Pourtant, c'est le même argent, mais parce que vous le catégorisez différemment dans votre esprit, vous le traitez différemment. Et cette incohérence vous coûte cher. Le 10e piège est celui de l'identité financière rigide. Vous avez construit une image de vous-même et de votre relation à l'argent, et vous résistez à tout ce qui pourrait remettre cette image en question. Si vous vous voyez comme quelqu'un de généreux, vous continuerez à dépenser de l'argent pour les autres, même si vous n'en avez pas les moyens, parce que refuser menacerait votre identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui réussit, vous continuerez à afficher des signes extérieurs de richesse même si vous êtes endetté, parce qu'admettre vos difficultés financières serait admettre un échec personnel. Cette rigidité identitaire vous empêche de changer. Vous préférez maintenir une image cohérente de vous-même, même si cette image est destructrice, plutôt que d'accepter que vous avez besoin de changer votre comportement. Vous transformez vos erreurs financières en traits de personnalité. Vous dites « Je suis nul en gestion financière », comme si c'était une caractéristique immuable et non un ensemble de compétences que vous pouvez apprendre. Vous dites « Je ne suis pas le genre de personne qui suit un budget », comme si votre identité vous interdisait de prendre des décisions rationnelles avec votre argent. Maintenant, comment sortir de ces pièges? La première étape n'est pas de créer un budget complexe ou de lire 10 livres sur la finance. La première étape est de créer de la visibilité. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Pendant un mois, notez absolument toutes vos dépenses. Pas approximativement, pas de mémoire, en temps réel. Chaque café, chaque snack, chaque application, chaque achat en ligne. Créez une note sur votre téléphone et ajoutez chaque dépense immédiatement après l'avoir faite. Cette simple action va probablement vous choquer. Vous allez découvrir que vous dépensez beaucoup plus que vous ne le pensiez sur des catégories dont vous n'aviez même pas conscience. Vous allez voir les patterns, les moments de la journée où vous dépensez le plus, les émotions qui déclenchent vos achats, les justifications que vous vous donnez. Cette prise de conscience est inconfortable, mais elle est indispensable. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous refusez de voir. La deuxième action concrète est d'éliminer les frictions pour les bonnes décisions et d'ajouter des frictions pour les mauvaises. Si vous voulez épargner, créez un virement automatique le jour où vous recevez votre salaire. Vous n'aurez plus besoin de décider chaque mois si vous allez épargner ou non. C'est fait automatiquement avant que vous n'ayez la possibilité de dépenser cet argent. Si vous voulez arrêter de dépenser impulsivement en ligne, supprimez les informations de carte bancaire enregistrées sur les sites de e-commerce. Créez une règle personnelle. Chaque achat en ligne doit attendre 24 heures avant d'être validé. La troisième action est de séparer physiquement vos comptes selon leurs fonctions. Un compte pour les dépenses courantes, un compte pour les dépenses variables et plaisirs, un compte pour l'épargne d'urgence, un compte pour les projets à moyen terme. Cette séparation physique remplace la comptabilité mentale, chaotique par un système clair et visible. Vous savez exactement combien vous pouvez dépenser pour le plaisir sans culpabilité, parce que cet argent est dans un compte dédié, et vous savez que votre épargne est protégée dans un autre compte. La quatrième action est de créer des règles de décision simples et automatiques. Par exemple, je n'achète jamais quelque chose de plus de 100 € sans attendre 3 jours.
Je ne souscris jamais à un abonnement sans vérifier d'abord si je n'ai pas déjà un service similaire. Je compare toujours 3 options avant d'acheter quelque chose d'important. Ces règles éliminent le besoin de négocier avec vous-même à chaque fois. Vous avez déjà pris la décision en amont, et vous n'avez plus qu'à appliquer la règle. La 5e action est d'identifier vos déclencheurs émotionnels. Quand dépensez-vous de manière impulsive? Quand vous êtes stressé, ennuyé, triste, en colère? Créez une liste d'activités alternatives gratuites ou peu coûteuses que vous pouvez faire quand vous ressentez ces émotions. Aller marcher, appeler un ami, faire du sport, lire, cuisiner. L'objectif n'est pas de supprimer l'émotion, mais de court-circuiter le lien automatique entre cette émotion et l'acte d'acheter. La 6e action est de rendre visible le coût réel des micro-dépenses. Convertissez chaque dépense en heures de travail. Si vous gagnez 15 € de l'heure après impôt, un abonnement à 30 € par mois représente 2 heures de travail. Une voiture à 30 000 € représente 2000 heures de travail, soit 1 an de travail à temps plein. Cette conversion change votre perception. Vous ne voyez plus un prix abstrait, vous voyez le temps de votre vie que vous échangez contre cet objet. Et souvent, cet échange ne vous semble plus aussi intéressant. La 7e action est de pratiquer la pensée à long terme de manière concrète. Calculez ce que vos petites dépenses quotidiennes représentent sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Calculez ce que ces mêmes montants pourraient devenir si vous les investissiez avec un taux de rendement moyen de 5% par an. Vous allez découvrir que votre café quotidien ne coûte pas 3 €, il coûte des milliers d'euros en opportunités perdues. Cela ne veut pas dire que vous devez arrêter tout plaisir. Cela veut dire que vous devez faire des choix conscients en connaissant le véritable coût de vos décisions. La 8e action est de créer des objectifs financiers concrets et émotionnellement significatifs. Ne vous dites pas simplement « je veux économiser de l'argent ». Dites « je veux économiser 5 000 € pour avoir 6 mois de dépenses en fonds d'urgence et ne plus jamais avoir peur de perdre mon emploi ». Donnez à votre épargne une raison émotionnelle forte qui peut rivaliser avec la satisfaction immédiate de l'achat impulsif. Créez une image mentale claire de ce que cette sécurité financière vous apportera. La liberté, la tranquillité, le choix, l'indépendance. La 9e action est d'accepter que vous allez faire des erreurs. Vous n'allez pas devenir parfait du jour au lendemain. Vous allez craquer. Vous allez faire des achats impulsifs. Vous allez sauter une session d'épargne. Ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la progression. Chaque fois que vous reconnaissez une erreur, vous apprenez quelque chose sur vos patterns. Chaque fois que vous résistez à une tentation, vous renforcez votre capacité de résistance. C'est un processus, pas un événement unique. La 10e action est de changer votre environnement social, ou au moins de créer des espaces où vous pouvez parler d'argent de manière honnête. Si tous vos amis dépensent de manière compulsive, il sera très difficile pour vous de changer. Trouvez au moins une personne avec qui vous pouvez partager vos objectifs financiers, vos difficultés, vos succès. Créez un système de responsabilité mutuelle, ou rejoignez des communautés en ligne où les gens parlent de finances personnelles de manière rationnelle et non sensationnaliste. Comprenez une chose fondamentale. Votre problème avec l'argent n'est probablement pas un problème de revenus, c'est un problème de comportement. Il y a des gens qui gagnent 50 000 € par an et qui sont endettés, et des gens qui gagnent 30 000 € par an et qui épargnent 20% de leur salaire. La différence n'est pas dans ce qu'ils gagnent. La différence est dans ce qu'ils font avec ce qu'ils gagnent. Et ce qu'ils font est déterminé par leurs habitudes, leurs croyances, leurs émotions et leur niveau de conscience de leurs propres biais cognitifs. L'industrie de la finance personnelle vous vend souvent l'idée que vous avez besoin de plus de revenus pour réussir financièrement. C'est faux. Plus de revenus sans changement de comportement génèrent simplement plus de dépenses. C'est pour cette raison que les gagnants de loterie finissent souvent ruinés. Ce n'est pas le montant d'argent qui détermine votre stabilité financière. C'est votre relation avec l'argent. Et cette relation se construit dans les petites décisions quotidiennes, pas dans les grands événements exceptionnels. Votre argent est un outil. Il peut vous donner de la liberté, de la sécurité et du choix. Ou il peut vous donner du stress, de l'anxiété et une sensation constante de courir après quelque chose que vous n'attrapez jamais. La différence entre ces deux réalités ne se trouve pas dans votre salaire. Elle se trouve dans votre capacité à voir vos propres angles morts, à reconnaître vos biais, à accepter que vous n'êtes pas aussi rationnel que vous le pensez
et à mettre en place des systèmes simples qui vous protègent de vous-même. Arrêtez de croire que vous êtes différent. Arrêtez de croire que ces mécanismes psychologiques ne s'appliquent pas à vous. Ils s'appliquent à tout le monde. Votre cerveau n'est pas une exception. Il fonctionne selon les mêmes principes que tous les autres cerveaux humains. Il cherche le plaisir immédiat. Il évite l'inconfort. Il crée des rationalisations pour justifier vos décisions. Il vous raconte des histoires pour protéger votre ego. Et tant que vous ne reconnaissez pas ces mécanismes, il vous contrôle. La vraie question n'est pas de savoir si vous gaspillez de l'argent. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à regarder comment vous le gaspillez et si vous êtes prêt à faire quelque chose à ce sujet. Parce que cette prise de conscience ne vient pas naturellement. Elle demande un effort conscient. Elle demande de l'honnêteté avec vous-même. Elle demande d'accepter que vous avez peut-être tort sur certaines choses que vous teniez pour acquises. C'est inconfortable, mais c'est la seule voie vers une vraie stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de devenir riche. Vous n'avez pas besoin de vivre comme un ascète. Vous avez besoin de créer une relation saine avec votre argent, où vos décisions financières sont alignées avec vos valeurs, réelles et vos objectifs de long terme, pas avec vos impulsions du moment ou les attentes de votre environnement social. C'est possible, mais seulement si vous arrêtez de croire que vous contrôlez déjà la situation, alors que tous les signaux montrent le contraire. Combien d'argent avez-vous perdu cette semaine en croyant bien faire ?